Le grand danger, c'est un petit peu ce que j'essaye d'alerter sur ça, sur le livre, c'est que le danger, c'est que des fois on appelle sur reset, on appuie sur reset et c'est pire qu'avant. Oui. Et donc là, c'est vrai que ce qui se dessine depuis quelques mois, c'est un peu ce scénario catastrophe. C'est-à-dire qu'on a eu les chiffres cette semaine, par exemple, de la croissance chinoise. Ça y est, la Chine a déjà digéré la crise. Non seulement l'a digéré, mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, son niveau de PIB, il est de l'ordre de 5% de plus que ce qu'il y avait avant le Covid. Donc ça veut dire qu'ils ont complètement digéré, même enterré complètement cette crise, alors qu'elle vient de chez eux. Donc c'est là où on n'a rien compris, parce qu'on aurait pu se dire, moi c'était un petit peu mon raisonnement, cette pandémie elle va nous faire réfléchir parce qu'il y a eu quand même beaucoup de, je dirais, de dérapage, des bulles financières, bon, la suprématie de la Chine, on est devenu trop dépendant de la Chine, il faut peut-être arrêter tout ça et c'est encore pire qu'avant. Pareil si on regarde ce qui se passe chez nous en termes de dette publique, alors là c'est encore, avant on se disait bon ben attention n'augmentons pas trop la dette publique, si tous les taux d'intérêt vont augmenter, les taux d'intérêt des dettes publiques qu'on paye, là c'est l'inverse, plus la dette publique augmente, plus les taux d'intérêt baissent. Effectivement si on prend le cas de la France, hein, on a 114% de dette publique par rapport à notre PIB et on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que pourquoi? Alors il faut savoir pourquoi. C'est parce que la Banque Centrale Européenne achète la dette. Il faut savoir le mécanisme il est très simple. Hein. Quand les États sont surendettés, donc ils doivent faire appel au marché, donc les marchés disent attendez, si on voulait qu'on vous prête, il faut une prime de risque. Donc les taux d'intérêt augmentent. Là, plus besoin d'avoir à faire appel au marché, c'est la Banque Centrale Européenne qui finance en direct, ce qu'on appelle la planche à billets. Sauf que là, c'est une fuite en avant. Aujourd'hui, il y a un discours extrêmement dangereux qui est de dire vous inquiétez pas, cette dette on la remboursera pas, etc. C'est complètement faux. Parce que cette dette, elle est au bilan de la Banque Centrale. Donc si on la supprime, ça veut dire qu'il faut supprimer également de la création monétaire, de la monnaie. Donc c'est un scénario catastrophe. Et en fait, on a cette fuite en avant qui d'ailleurs prendra fin en 2021, quoi qu'il arrive. Je veux dire pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui permet cette planche à billets. Normalement, ce n'est pas en règle avec la Constitution allemande. Hein, c'est ce qu'on appelle la cour de Karlsruhe, l'a dit cet été. Elle s'est calmée pour pas mettre de l'huile sur le feu. Angela Merkel a tout fait pour calmer le jeu. Mais si jamais en 2021 ça redémarre pas, là, après les élections allemandes, donc dans un an, à ce moment-là, on arrêtera cette planche à billets. Et là, les taux d'intérêt peuvent augmenter. Vous voyez, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Par exemple, prenons le cas de la Chine. Aujourd'hui, encore une fois, elle est renforcée par cette crise. Et n'oublions pas qu'elle a 1500 milliards de dollars de bons du trésor américain et à peu près la même chose en euros de bons du trésor de la zone euro. C'est-à-dire que si demain elle veut nous faire mal, elle vend ses bons du trésor, donc ses obligations d'État, et là les taux d'intérêt repartent à la hausse et ça casse complètement la croissance. Justement, on pourrait craindre une plus grande hégémonie de la Chine dans les prochaines années. C'est ça qui est complètement faux. Alors justement, moi je milite dans ce livre, je dis ah non, attention, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut qu'aujourd'hui, eh bien, les États européens, avec les États-Unis, parce qu'on ne fera pas sans eux, il ne faut pas se leurrer, si on réussit à s'unir, à ce moment-là, on peut effectivement imposer à la Chine des normes sanitaires, des normes démocratiques, je dirais des normes également sociales. Tout ça nous permettra justement d'être moins dépendants de la Chine. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, voilà, on voit ce qui se dessine aujourd'hui. On risque de faire un accord entre la Chine et les États-Unis, et nous, l'Europe, on sera le dindon de la farce. Donc, ça aussi, il faut de ce point de vue-là prendre le taureau par les cornes et s'attaquer à cette hégémonie. Sinon, les Chinois, eux, ça fait 20 ans qu'ils nous le disent, hein, qu'ils vont être les numéros 1 mondiaux. Ils le sont aujourd'hui. Il faut peut-être un petit peu les calmer. On a eu le même cas d'ailleurs dans les années 80, 90 avec le Japon. Le Japon, c'était la Chine d'aujourd'hui à l'époque. Sauf que les États-Unis, justement, à l'époque, et l'Europe se sont unis pour faire apprécier le yen et le Japon ne s'en est jamais remis. Donc là, les Chinois sont beaucoup plus forts que les Japonais. Donc il faut être, nous aussi, beaucoup plus combatifs, entre guillemets, donc imposer des normes. Sinon, les Chinois vont encore devenir plus puissants que par le passé. Ça serait effectivement extrêmement dangereux. Quels seraient les points positifs qui pourraient découler de cette crise sanitaire? Alors, c'est ce que je dis toujours. Là également, je donne des pistes stratégiques puisque, n'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc c'est sûr qu'il faut se retrousser les manches. Et moi, ce que je vois de positif, c'est que justement, on doit penser aux révolutions technologiques qui arrivent. Vous voyez, là, par exemple, on dit souvent, oui, il faut de la décroissance, etc. Là, cette crise nous a montré les coûts de cette décroissance. La décroissance, c'est quand le niveau de PIB baisse. On l'a vu en France, moins 19% au premier semestre, une catastrophe. Dans le monde entier, on va faire à peu près moins 4, moins 5% de baisse du PIB. Donc avec derrière des enjeux sociétaux dramatiques. Et donc, ce qui fait que si on a de la décroissance, ça ne peut pas fonctionner. Donc là aussi, prise de conscience, on doit se dire il faut éviter ça, il faut justement, parce que le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Donc c'est l'innovation qui doit jouer. Là, c'est vraiment la clé justement de notre avenir, c'est que justement on a plein de révolutions technologiques devant nous, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, dans le numérique bien sûr. Enfin, là aussi il faut faire attention aux bulles boursières, comme sur les GAFAM, j'en parle dans le livre également. Mais c'est vrai qu'on a besoin justement de mieux financer cette innovation et donc d'arrêter de faire, on se plaint du flight bashing par exemple, donc on dit oui, il faut arrêter de prendre l'avion, puis maintenant que les compagnies aériennes souffrent, que le secteur aéronautique souffre, on se dit c'est pas de chance, si, on peut pas avoir les deux. Donc moi je dis l'avenir, ça ne doit pas être, je fais une petite parodie dans le livre de la chanson de Alain Souchon, vous savez, Full Sentimental, on dit
le monde qu'on nous propose, mais il est horrible ce monde de demain, j'en veux pas, moi, dire, on voyage plus, on prend plus l'avion, on peut plus s'habiller, etc. Donc non, mais il faut mieux penser le monde, mieux l'utiliser, c'est ça la vraie écologie, au travers justement de l'innovation. Donc il ne faut pas tomber dans les pièges, et justement c'est le but du livre de se dire, oui voilà, on a fait des erreurs, maintenant eh bien, il faut les corriger. Et donc le danger c'est justement de faire un vrai reset et de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est très dangereux. Et rapidement, votre avis sur, j'en parlais en début d'émission, sur l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale à usage général, un euro numérique, est-ce que ça pourrait être... Tout à fait, alors moi je milite sur ça depuis des années déjà, parce qu'effectivement j'avais tout début du Bitcoin, enfin du moins quand il a commencé à atteindre 15 000, 20 000 dollars, beaucoup m'ont dit alors il faut qu'on achète, je dis attention, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, la technologie de la blockchain elle est formidable, donc ça veut dire que là oui, il faut que cette monnaie soit légiférée, soit une monnaie banque centrale, parce qu'on l'oublie souvent, hein, le Bitcoin ou les crypto-monnaies actuelles, elles ne sont pas légiférées, donc il n'y a personne derrière, enfin ou bon il y a de la technique, bien sûr, mais je veux dire il n'y a pas une banque centrale, il n'y a pas des actifs, il n'y a pas des contreparties de la masse monétaire, donc c'est pas une vraie monnaie. Donc aujourd'hui bien sûr, et j'arrive pas, enfin, mais là aussi toute chose malheur est bon, on commence enfin à comprendre, mais ça fait des années que j'essaye de pousser les banques centrales, elles le font aujourd'hui. Bien sûr quand demain on va avoir des crypto-monnaies banques centrales, c'est-à-dire avec derrière une surveillance, je dirais une autorité, des vrais actifs, alors là ça sera beaucoup plus crédible. Donc, et là bien entendu les crypto-monnaies actuelles vont s'effondrer parce que bien souvent c'est des vecteurs de blanchiment d'argent, etc. Donc ça c'est extrêmement dangereux, on ne sait pas trop où on met les pieds. Donc là oui il faut légiférer, ça aussi c'est important. Après cette crise, on verra après les élections américaines, mais il faut aussi légiférer au niveau des GAFAM, donc au niveau également donc, de ces crypto-monnaies, voilà, pour qu'on ait un monde plus transparent. Je pense que ce qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui, c'est effectivement ce manque de transparence, cette opacité qui est extrêmement dangereuse. Et donc, pareil sur les bulles ou sur l'immobilier, on me dit, oui, attention, les prix vont baisser, ça va être catastrophique. Pas forcément. Quand les prix baissent parce qu'on revient vers un niveau normaux lié aux fondamentaux économiques, alors là, on a un marché qui est beaucoup plus sain. Et après, on a des transactions qui également sont plus dynamiques. Voilà, donc c'est ça. Moi, en tant qu'économiste, c'est mon rôle de dire, attention, aujourd'hui, on a été trop loin. C'était mon livre d'avant, Un monde de bulles. Là, maintenant, c'est la suite. Alors, les bulles sont dégonflées, puis elles se regonflent. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et c'est là qu'on attend, je dirais, des dirigeants de la planète. Et malheureusement, je le dis un peu dans le livre, et c'est vrai que je suis un peu triste de ça. Je pense que dans cette crise, les dirigeants de la planète, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de la situation. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils vont assez vite vers cette innovation, vers cette... Malheureusement, pas suffisamment. Et c'est là où je suis très inquiet. Je reviens sur la Chine. Parce que eux, justement, ce sont les seuls qui innovent massivement et qui ont compris. Alors, évidemment, c'est une dictature, donc c'est plus facile. Je ne dis pas qu'on doit devenir une dictature, quoique des fois, il y a des tendances un petit peu, faut faire attention. Mais c'est vrai que nos dirigeants, aujourd'hui, ils doivent avoir une vista, vous voyez, une vision du monde. Je parle d'un exemple, d'un film, vous avez lu Les Heures sombres pendant la Seconde Guerre mondiale, où Churchill, justement, il y a tout l'establishment qui lui dit, bah non, il faut faire un pacte avec Hitler, parce que l'armée anglaise est coincée à Dunkerque, et il est à deux doigts de le faire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand nos dirigeants écoutent trop l'establishment, les bien-pensants qui connaissent pas la vie, évidemment, bah, ils font des erreurs. Dès que là, Churchill, à l'époque, a dit non, on peut pas faire un pacte avec lui. Et il a sauvé le Royaume-Uni, donc il a sauvé l'Europe, finalement. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. On doit avoir des dirigeants qui ont une vision du monde, qui ne s'arrêtent pas à être, est-ce que je vais être réélu ou pas? Non, il faut une vision du monde pour sauver notre planète et faire justement ces innovations mieux réglementées, avoir un État qui soit plus efficace, parce que là, on voit en France, on a un État débordant, le numéro 1 mondial des dépenses publiques, et il n'y a pas de croissance en face, il y a un chômage qui reste élevé, notamment le chômage des jeunes. Donc voilà, il faut de l'efficacité économique. Donc le reset va nous permettre justement de repartir sur des bases plus saines. Quel nouveau monde pour demain? Faites-vous votre propre opinion en lisant le livre de Marc Toiti, Reset. Merci d'avoir été avec nous, plaisir, Marc Toiti. On se retrouve dans quelques instants pour